Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. On parle constamment de l'intelligence artificielle comme d'une révolution, une promesse de progrès, d'efficacité, de gain de temps. A l'inverse, c'est vrai qu'on pointe aussi quelques risques d'hallucination, les risques sur les jobs, l'impact sur l'environnement, mais derrière tout ça, il y a aussi des zones d'ombre, des dangers un petit peu moins mis en avant, mais tout aussi importants. Dans cet épisode de Face à l'IA de Trends Tendance, on va parler de cybercriminalité, de solitude, de sexe entre robots et de nos professeurs et formateurs. Pour ça, mon invité du jour, Dominique Mangia-Tordi, fondateur de i5, intégrateur IA, une équipe d'experts qui codent des projets sur mesure pour les entreprises, va nous éclairer sur tous ces enjeux. Alors, Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être là. On parle souvent des promesses de l'intelligence artificielle, parfois moins de certains dangers. Alors non, c'est vrai qu'on parle de certains dangers, mais pas toujours de dangers immédiats. On voit des dangers dans le futur, etc. Toi, tu pointes par contre des vrais risques, des vrais dangers actuels. Oui, c'est vrai je pense que c'est sain de hiérarchiser les dangers selon leur urgence. Et à très court terme, le plus grand danger de l'IA aujourd'hui, c'est la cybercriminalité. Il y a une explosion de la cybercriminalité d'artisanat, je vais appeler ça comme ça, c'est-à-dire que n'importe quelle personne un peu motivée peut trouver des outils pour voler une voix, voler un visage, faire par exemple du broutage, ce chantage affectif qu'on connaît bien, de manière hyper professionnelle. Vous avez une explosion aujourd'hui de la fraude au président. D'accord. Mais ce sont des cas réels, parce qu'on dit oui, il y a ce danger de la fraude au président. Toutes les semaines, on en voit qui sortent. Et le dernier, là encore, le plus récent, à 600 000 euros sur une secrétaire qui a fait un virement qu'elle ne devait pas faire. Mais ce ne sont pas des cas isolés. Ce ne sont pas des cas isolés. Non. Je pense que vraiment, on le voit. Je suis un peu dans la cybersécurité. On voit cette explosion de tentatives, les messages WhatsApp avec des voix volées de vos enfants qui vous demandent 50 euros ou 100 euros pour avoir votre compte. Non, il faut vraiment être très très prudent par rapport à ça. Et alors on a des nouvelles formes d'attaques qui sont liées à l'IA. Tu sais l'explosion aussi des agents IA comme ChatGPT qui te permet aujourd'hui d'aller sur ta machine, d'ouvrir des fichiers, de répondre à tes emails à ta place, de te mettre en rendez-vous dans le calendrier. Et ça, c'est dangereux ? Alors, ce qu'on a découvert là récemment, ils sont en train de lutter contre, mais que quand tu téléchargeais un document, il était possible, moyennant une certaine technique, d'avoir des caractères cachés dans le document, du blanc sur blanc dans le document, qui sont en fait des instructions machine. Et quand l'agent va analyser le document, il va en plus prendre ces instructions et opérer. Donc là, tu parles de quoi ? D'un document que tu reçois genre par email et que tu télécharges dans... On le fait tous, on est sur ChatGPT et on lui demande d'analyser un document. Mais c'est nos documents. Voilà, oui. Et donc, c'est vos documents ou c'est des documents que tu as été chercher quelque part ou que tu as envoyés. Ces documents, tu peux pas, s'il est piraté, s'il est piégé, tu peux pas le savoir. D'accord, c'est ça. C'est très compliqué. D'accord. Et ça, quand tu dis on peut pas le savoir, ça veut dire quoi ? Il y a rien à faire ? Il faut d'abord faire un peu confiance à OpenAI et aux autres pour à chaque fois trouver la parade. C'est le jeu de la sécurité. C'est dès qu'il y a une fraude, il faut pouvoir mais il faut être très très prudent par rapport à ce qu'on fait, ça c'est sûr. Donc, un agent opérateur comme ChatGPT l'est aujourd'hui, on lui donne le droit, on lui donne tous les droits et il faut contrôler ses droits. Donc si tu lui donnes le droit d'ouvrir un fichier Excel, tu sais qu'il peut potentiellement créer une macro. C'est en connaissance de cause. Parce que quand tu crées une macro, tu as en connaissance de cause, oui et non. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça. Donc il faut vraiment se méfier et se limiter en tout cas à l'usage. Et fermer et ouvrir les robinets. Moi, je dis tout le temps, si vous avez un moment un ChatGPT qui va prendre un rendez-vous pour vous, c'est qu'il est connecté à votre calendrier. Vous n'êtes pas censé avoir une connexion permanente à ces outils. Et ça, on peut facilement connecter, déconnecter. En fait, vous êtes je prends toujours l'exemple de ChatGPT, c'est parce que c'est le plus connu, mais ils le font tous. Mais vous avez une fenêtre avec tous les agents connecteurs et vous pouvez dire c'est actif, c'est pas actif. D'accord. Déjà, ne pas les laisser actifs en permanence, c'est déjà pas mal. Ok. Alors, évidemment, j'imagine que l'intelligence artificielle aujourd'hui, vu qu'elle permet de créer des mails ou d'écrire, enfin de faire des tas de choses en quelques secondes, pour des gens qui ne sont pas forcément experts dans chacun de ces domaines, en cybercriminalité, c'est le cas aussi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'IA permet à n'importe qui, un ado, enfin je crois que les ados sont parfois très forts en informatique, mais je veux dire, à n'importe qui n'a aucune base de devenir un cybercriminel. Un peu de motivation, quelques heures sur YouTube et de la détermination à y arriver, bien sûr que oui. Pirater un mot de passe avec de l'IA, ça se passe comment ? Ça peut sembler du bricolage, mais en fait vous avez donc des agents opérateurs qui vont aller sur Internet scraper des informations, un profil Facebook, toutes des informations sur une personne qui serait disponible sur Internet, et qui va en déduire
par exemple, l'âge des enfants de cette personne. Okay. Et à quelques jours près, essayer des combinaisons de mots de passe, puisque dans beaucoup de cas, la date de naissance des enfants fait partie de la combinaison de mots de passe, ou une adresse, etc. Et craquer beaucoup plus vite un compte, sans aucune connaissance data, mathématiques, comme l'ont les hackers professionnels. Bien sûr, elle renforce, elle dope n'importe qui pour devenir un cybercriminel. C'est ça. Ok, c'est rassurant. Et donc, on fait quoi par rapport à ça? Je veux dire, la solution, c'est finalement que l'intelligence artificielle elle-même soit la solution à ça, permet de contrer ces attaques-là? Avant ça, et ça me déplaît de le dire parce que c'est toujours un peu désagréable, mais la sécurisation des données est prioritaire, et donc les mots de passe à 8 caractères ne suffisent plus. Il faut tout renforcer en fait. Il faut une signature à double facteur ou triple facteur maintenant aujourd'hui. Et je sais qu'on a l'impression que c'est de l'administratif supplémentaire, mais en fait, c'est inévitable. Les données sont en danger. Ok. Mais donc, vous voyez ça de manière quand même positive? L'évolution, elle sera positive? Je veux dire, à un moment donné, on trouvera la parade ou non? Là, on est vraiment dans une zone sans... la tendance qu'on voit à la télé, de manière générale, c'est qu'il faut s'habituer à un monde qui est incertain et qui est difficile. C'est la même chose en informatique. Ça ne va pas se simplifier. Et la cybercriminalité ne va pas disparaître, au contraire. Donc, c'est ça, parce de plus en plus sur ces gardes. Oui. Parce que quelque part, c'est le policier et le bandit, avec effectivement le bandit qui a toujours un peu plus d'avance. C'est le cas aussi, malgré des grands groupes comme OpenAI. C'est ça qui est fou. Je prends toujours l'exemple, si tu es joueur d'échecs, les cybercriminels ont les blancs, en fait. Donc c'est eux qui ont le premier coup. Okay. Et c'est les cyberdéfenseurs qui ont les noirs et qui ont le deuxième coup, en fait. Et donc on joue... c'est quand même fou de pas pouvoir... c'est quand même fou de pas pouvoir anticiper un peu plus ce genre de choses. Mais... c'est étonnant, quoi. Ouais, mais un peu par définition, il y a une certaine créativité en cybercriminalité. Donc on ne peut pas toujours deviner quelle va être l'astuce suivante. C'est ça. Alors, je passe sur un autre sujet, je trouve intéressant, on en a déjà parlé ensemble, mais ce côté... psychologique, au fond, on en parle très peu de l'impact psychologique de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on discute tous, en tout cas une bonne partie des gens discutent maintenant avec des intelligences artificielles, et pas uniquement pour des raisons professionnelles, pour des conseils parfois anodins de cuisine, de ménage, de relations X ou Y. C'est quelque chose qui vous inquiète? C'est pas si anodin que ça? Alors, c'est pas du tout anodin, hein, c'est super essentiel. Il faut vraiment réaliser ce qui se passe. On a donc l'étude OpenAI sur les 3 ans d'utilisation montre que l'usage de ChatGPT est d'abord un usage privé, avant d'être un usage professionnel. Ouais. On s'en doutait, mais là maintenant c'est clair. Et dans cet usage privé, une grande partie des choses qu'on demande à ChatGPT sont des conseils psychologiques ou au sens large. J'ai des soucis avec mes enfants, ou les enfants ont des soucis avec les parents, soucis de couple, je suis mal au travail, mes collègues ne me respectent pas. Enfin, tout ce genre de choses sont devenues monnaie courante dans les conversations, jusqu'à être justement l'utilisation la plus courante. Et je ne dis pas que c'est forcément mauvais en soi, parce que ChatGPT peut être d'excellents conseils. Bien sûr. Et on est aussi dans un outil qui est très statistique, je n'ai pas le temps de m'éterniser là-dessus, mais le conseil psychologique, comme dans plein d'autres domaines, répond aussi à des normes statistiques où en fait un médecin psychologue expérimenté va de toute façon recracher que son expérience et son apprentissage lui a appris à dire. Évidemment. Dans certains cas. Donc là, c'est pas un problème. Ce qui est le problème, c'est le problème de la solitude que ça pose. Et donc, lorsqu'on s'habitue à préférer parler à une machine qu'à un humain, ça pose vraiment une question philosophique sur la relation humaine, et ça va jusqu'aux relations de couple. Puisque là, récemment, OpenAI a décidé d'aller dans le business des conversations érotiques. Donc ChatGPT propose aussi de faire des conversations érotiques. Et effectivement, si vous avez un interlocuteur ou une interlocutrice qui titille tous vos sens et qui vous permet d'avoir des conversations érotiques de plusieurs heures qui vous satisfont d'une certaine façon, c'est du temps que vous ne passez pas avec les humains. Oui, et en même temps, c'est paradoxal ce que tu dis, parce que tu dis... il y a cette solitude, ça crée quelque part une solitude, et en même temps ça peut paraître, l'IA peut paraître être une réponse à des gens qui ne sauraient pas vers qui se tourner. C'est-à-dire, je parle pas encore des conversations érotiques, mais voilà, tu as un conseil, tu te poses une question sur ta relation avec tes enfants, sur tiens, mon enfant fait ceci, ou à lui-même des questions par rapport à d'autres relations. Tu la poses à une IA, tu la poserais pas à personne, au fait, à personne à la limite vers qui te tourner. Mais c'est juste une question de dosage. Donc dans l'exemple que tu cites, c'est très très bien, mais à un moment il faut quand même aller parler à ses enfants sur base des conseils qu'on aurait éventuellement demandé à ChatGPT. Pour moi, le mieux du mieux, c'est le cas idéal, c'est qu'on soit dans l'hybridation
avec des conseils humains de spécialistes expérimentés, qui recommandent tel outil IA ou telle façon d'utiliser l'outil IA pour aller chercher plus de conseils. C'est pas ce qui se passe. Et donc, je crois pas en un modèle où on est aidé à 100% par l'IA. Je n'y crois pas, j'arrive pas à m'y résoudre. Je pense que... et l'inverse est vrai aussi, je ne crois pas à un modèle où on se passe de l'IA. C'est ça. Donc, le juste milieu est à trouver. C'est ça. Parce que justement, tu évoquais le côté relationnel le plus amoureux. Évidemment, alors il y a des cas extrêmes, on les a déjà entendus dans les nouvelles, pas toujours très positives, mais l'intelligence artificielle est aussi un outil qui est hyper utilisé dans tout ce qui est site de rencontres, etc. On le voit, il y a même des applications qui sont vraiment dédiées ou construites sur de l'IA. Ça paraît anodin, encore une fois, mais ça ne l'est pas du tout. Non, ça va gagner, en fait. Donc là, je vais être un peu cash, mais c'est un peu marié au premier regard. Oui, c'est ça, bien sûr. Ou il y a 2 épisodes de Black Mirror qui sont sur ce sujet. Yes. Donc moi, j'ai eu la chance de diriger une filiale du groupe IAC pendant 3 ans, qui est le groupe qui détient Mythic, Tinder, Match, c'est le leader mondial des sites de rencontres. Et j'ai fait ça de 2012 à 2015. Et déjà, à cette époque, le groupe venait de racheter Tinder. La directrice marketing de Tinder nous expliquait que dans un futur proche, donc finalement 10 ans après, c'est en train de se produire, on allait former des agents IA qui vont dupliquer notre personnalité et qu'on va envoyer à notre place sur ces sites de rencontres pour faire le travail de filtrage et d'amorce de conversation pour voir si les personnes en face nous correspondent, nous plaisent, etc. Okay. Et elle expliquait déjà à l'époque que de toute façon, Big Data always wins. Donc pour avoir un site de rencontre qui cartonne, et Tinder est devenu leader de marché à ce moment-là très très rapidement, il faut du volume et avoir des chances de match supplémentaires. Donc entre les centaines de swipes que tu peux faire sur un Tinder pour avoir des chances de matcher et les millions ou milliards, c'est infini de possibilités que t'offre un agent qui est connecté 24 heures sur 24 qui va scanner tous les profils, c'est gagnant en fait. Donc ce que je suis en train de dire là n'est absolument pas romantique, mais le concept de double bot va s'imposer. Doublebot, c'est quoi? Parce que ce que je viens d'expliquer là, quand tu formes un agent, il ne faut pas espérer évidemment qu'en face, l'agent parle à des humains. Il va parler aux agents des personnes que tu veux séduire. C'est ça. Donc doublebot. Sauf qu'ils ne se parlent pas. C'est 2 algorithmes qui se rencontrent et en un quart de seconde, ils ont l'équivalent d'années de conversation puisqu'ils ont toutes les données qui s'échangent. Oui, mais enfin, après, il y a le côté... tu vois, là, on parle vraiment de la pure mise en contact. Après, tout le reste peut rester romantique, rassure-moi. Voilà, c'est en ça que je crois au modèle, même s'il peut paraître très froid et très productiviste. C'est quand même, normalement, ça devrait permettre de meilleures rencontres et que le premier rendez-vous physique soit mieux calibré. Parce que la personne en face devrait un peu mieux correspondre que dans une recherche à l'aveugle. D'accord. Donc c'est positif. C'est positif. Et je prends l'exemple du dating. C'est un peu effrayant, mais c'est effrayant. Et ça crée des fossés aussi, parce qu'en recrutement, c'est la même chose. On va entraîner... Google vient de lancer un career planner où justement, tu as un bot qui, comme ça, t'accompagne pour gérer ta carrière. On va pouvoir entraîner un bot qui va être ton candidat idéal. Donc, qui ne va pas du tout mentir, mais qui va connaître ton parcours, ton expérience et surtout ce que tu cherches comme boulot idéal et qui va être 24 heures sur 24 connecté à toutes les possibilités d'emploi et qui va postuler pour toi à ta place à tout moment. Et ce bot rencontrera le bot du recruteur qui cherche le candidat. Et je pense que c'est gagnant dans un système de filtrage. C'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les recruteurs filtrent. C'est ce que j'allais dire. Bien sûr. Et tu cherches tes jobs. Donc, il n'y a rien de nouveau, en fait, sauf qu'il accélère un processus de volume et Big Data always wins. Ok. Mais donc, ça veut dire qu'il restera peut-être une place différente pour les petites structures plus artisanales qui ne mettront pas à profit ces technologies-là. Je ne sais pas. Franchement, non, j'ai envie de dire oui, c'est mignon, mais est-ce que les agences matrimoniales à l'ancienne, qui existent encore, oui, bien sûr. ont de l'avenir? Je ne sais pas, je pose la question. On ne se marie plus avec le voisin de la rue comme nos grands-parents. On ne se marie plus avec le collègue qu'on a rencontré la première semaine. On a commencé dans une entreprise dans laquelle on va rester pendant 20 ans. C'est plus le monde dans lequel on vit. Les jeunes, que je regarde autour de mes enfants, ils ont leur vie, ils sont aux études, ils ont leur vie la plus sociale, c'est le moment le plus social de leur vie, et ils ont 4 soirées par semaine, ils peuvent rencontrer qui ils veulent, etc. Ils sont quand même sur les sites de rencontres pour la partie rencontre, ce qui est quand même bizarre. C'est ça. Mais une réalité. Une autre réalité, c'était pas prévu, mais c'est un peu lié quand même. C'est les deadbots. Donc c'est-à-dire, et ça, je trouve que c'est aussi dans l'aspect psychologique dont on parle maintenant intéressant. Ce sont finalement des demandes de créer des robots ou des clones de personnes décédées. Ben oui, et c'est très triste. Donc, si on t'apprend, et je ne te le souhaite pas, que tu as une tumeur foudroyante et que tu n'en as plus que pour 2 mois à vivre, la tentation est très très grande de créer un deadbot
qui va parler comme toi, connaître ton histoire, etc., qui va te survivre et avec qui mais ça, c'est pas je comprends le concept, etc. C'est pas alors, avec tout le respect, mais je veux dire, c'est pas un truc de japonais. C'est-à-dire que c'est souvent dans ces pays-là, ils ont plus, enfin au Japon notamment, ils ont quand même développé déjà ce genre de clones, etc. Chez nous, je croyais aussi, mais culturellement, il y a ça. Voilà, il faut. J'hésite à te lire le dernier message que j'ai reçu d'un contact, et j'en reçois régulièrement. Voilà, une personne qui me dit que dans un mois, c'est l'anniversaire du décès de son papa, et qui me demande ce que je ne fais pas, donc de créer un deadbot. Je pense que ça change. Je prends toujours l'exemple, alors c'est très empirique, comme j'ai pas le big data, mais autour de moi, il y a 5 ou 6 ans, tu sais ce message d'une personne qui est décédée, un proche, que tu gardes sur ton téléphone, un message audio, pour garder le souvenir, etc. J'ai l'impression qu'il y a 6 ou 7 ans, on trouvait ça normal de devoir l'effacer un moment et de faire son deuil. J'ai l'impression qu'autour de moi, c'est plus tout à fait le cas, et que ça devient normal de le garder. Donc évidemment, dans les cultures asiatiques, c'est plus fort encore. Le côté clone les dérange beaucoup moins que nous, mais les lignes sont quand même en train de bouger. Ok. Et tu dis, tu ne le fais pas au fond, parce que tu juges tu juges que c'est anormal, tu juges que c'est dangereux, parce que finalement tu peux dire aussi, c'est entre guillemets, c'est mignon. Ma réponse va te surprendre, c'est pas prêt. C'est pas prêt. Je ne fais pas parce que c'est pas prêt, parce que le niveau du bot actuel que tu vas pouvoir faire sera encore trop empreint d'artificialité. D'accord. Et donc on passe à côté ça, c'est vraiment un enjeu Et ça aussi, pardon, c'est paradoxal ce que tu dis, parce que d'un côté on est suffisamment prêt pour demander à une secrétaire de virer 600 000 euros sur un compte, mais on n'est pas prêt, ou alors c'est parce que le sujet est trop touchy, de créer un bot plus familial entre guillemets d'une personne décédée. Mais on touche vraiment à l'essence de l'individu, de la nature humaine et de l'individu, et donc c'est quand même très très différent d'entraîner un bot pour aller chercher un job à ta place, ce qui est algorithmique, assez simple, et te met pas philosophiquement ça me pose beaucoup moins de questions. Par contre, créer un bot qui est censé être toi et qui doit parler à tes enfants ou à tes petits-enfants après ta mort, je pense que l'enjeu est tout autre. Et qu'aujourd'hui, en tout cas en l'état de ce que je vois qui est possible de faire, je n'ai pas encore vu un outil qui reproduit vraiment une personnalité parfaitement et qui comprend presque ton âme en fait. On est vraiment à ça. Et donc la boîte qui fait le plus peur à tout le monde, c'est Character.ai, dont c'est la spécialité, qui est dans le collimateur et de la justice et des grands du secteur. En 6 ou 7 heures de temps, vous pouvez entraîner une IA qui va vraiment vous ressembler, et qui va avoir beaucoup de réflexes, qui va parler comme vous, etc. Mais pas au point, je pense, d'en faire un deadbot crédible encore aujourd'hui. De manière globale, tu nous vois tous dans l'avenir. Alors, moi aujourd'hui, je me dis quand même que d'ici peu de temps, on aura tous notre assistant. Enfin, tout le monde aura son IA entraîné, on aura choisi une IA, etc. Enfin, un ChatGPT ou autre. Toi, tu crois quelque part de manière un peu plus lointaine, où on aura vraiment chacun son clone. C'est parce que je pense même qu'on en aura plusieurs. Plusieurs clones. Ouais, je pense qu'on aura une équipe de nous en fait. D'accord. Une équipe de nous, qui sont des agents mais qui ne ressemblent pas aux agents qu'on voit aujourd'hui. Ça va tellement évoluer. Dans 10-20 ans, ils seront complètement métamorphosés. Ils seront soit dans un metaverse, mais on aura notre agent. Ce sera le Christophe candidat, le Christophe journaliste, le Christophe et tu peux pas en avoir un global ? La tendance pour l'instant, c'est le multi-agent. C'est vrai que quand tu regardes comment tu peux exploiter l'IA pour qu'elle soit vraiment efficace, elle est vraiment bien quand elle est spécialisée. Et finalement, quand tu regardes la métaphore par rapport à l'humain, je dis souvent, pour prompter correctement, il faut d'abord penser aux humains. C'est-à-dire que les invites, les prompts que tu donnes à une machine IA doivent être les mêmes que des instructions que tu donnerais à un humain. C'est la première règle. Les humains veulent un contexte, ils veulent des objectifs, ils veulent des exemples, des contre-exemples. Ils veulent pas du tout des instructions illogiques ou paradoxales. L'IA, c'est pareil. Donc quand tu penses à ça, tu parles à une IA comme à un humain, et tu t'aperçois quand tu fais ça, quand tu crées tes propres agents en donnant des instructions, tu vas les spécialiser. Et nous sommes multifacettes. Tu n'es pas la même personne quand tu vas à ton club de sport le dimanche, quand tu es au repas familial ou quand tu es journaliste. Donc il vaut mieux avoir des versions de nous-mêmes qui ont des rôles. C'est ça. Et tu les vois comment ? Tu les vois vocaux, en mode assistant ChatGPT, tu les vois en mode vidéo ou en mode tout ça à la fois ? Comme je suis très doublebot, je crois que le doublebot va s'imposer, ça va dépendre des cas, mais quand tu es dans un cas purement doublebot, ils prendront même pas une forme que tu vas comprendre. C'est un algorithme.
D'accord. qui se promènent. Oui, mais enfin, tu as les avatars. Voilà, il y a des domaines où l'avatarisation a du sens. Je pense par exemple que les rencontres, on parlait de dating. Oui. Évidemment, ton enveloppe physique fait partie de la séduction. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est toujours marrant de parler comme ça. Mais ton enveloppe physique fait partie de la séduction. Et donc, il sera logique de travailler par avatar, puisque tu dois te ressembler le plus possible. C'est ça. Et là, pardon, je boucle un peu la boucle, mais là, du coup, tu auras effectivement ton enveloppe physique en mode avatar. Ça devient logique, finalement, d'avoir un deadbot, quoi. C'est-à-dire qu'un bot qui te survit. Je veux dire, là, si on entre dans cette logique-là, c'est ça. Pour l'instant, c'est glauque, parce que je trouve que les outils ne sont pas prêts. C'est aussi glauque, parce qu'il faut réfléchir à pourquoi on le fait, dans quelles circonstances on le fait. Tu dois faire un deadbot dans l'urgence parce que tu vas décéder, c'est quand même très très très, je pense, inapproprié. C'est comme un testament, c'est comme tu fais pas un testament dans l'urgence non plus, c'est un peu ça, c'est des startups testamentaires. Donc je suis pas du tout contre le concept, mais pour l'instant je le trouve très glauque parce que dans sa finalisation, c'est pas du tout à la hauteur. C'est ça. C'est vertigineux quand même. J'ai quand même l'image d'algorithmes de nos âmes qui deviennent algorithmes, ce qui est un peu vertigineux, un peu effrayant. Mais on va vers ça, sans jugement, on va vers ça. Je trouve qu'on va vers ça. Et les réseaux sociaux, je trouve que c'était déjà une bonne piqûre de rappel de l'hypocrisie de l'humanité qui se croit, on se croit plus créatif qu'on est, on se croit plus sociaux. L'homme est un animal social, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut quand même voir que les réseaux sociaux rendent plus solitaires que sociable. Et l'IA accélère aussi ce côté individu surpuissant, doté justement de ces multi-agents, et donc qui vont prendre la forme d'algorithmes. Donc c'est pas très très humain, c'est très transhumaniste. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais en fait, tous les signaux montrent que à long terme, si tu prends la big picture, on va quand même vers ça. À long terme. Une date, allez. 30, 40 ans. Dans 25 ans. Une génération. Dans 25 ans, le temps que les technos et que un renouvellement de génération. C'est long ça, parce qu'à la vitesse où va l'IA, tout le monde te dit que tu as l'IA générale d'ici quelques années, etc. Là, tu fais un pronostic très très lointain. Le seul truc, c'est que s'il y a une IA générale qui s'impose, elle s'imposera chez tout le monde partout, d'un coup. Ça. Par contre, si elle n'arrive pas si vite, il y a une inertie extraordinaire aussi dans les sociétés. Oui, bien sûr. On promet le remplacement des caissières de supermarché depuis 40 ans. Elles existent encore, mais on voit bien. De moins en moins, on voit bien que c'est de moins en moins. Juste, ça prend 40 ans. Alors que ça aurait pu être plus rapide. Et je ne le souhaite pas, je dis juste que ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Et c'est en train de se mettre en place. C'est un peu la même chose avec l'IA. Je dis souvent, tu sais, on a ce problème avec les juniors qui ne vont plus être recrutés parce que dans beaucoup de domaines, le travail junior est fait par une IA. Un avocat qui sort de l'école, il est en compétition avec un chat GPT qui fera les rapports qu'on va lui demander les 2 premières années mieux que lui. Comme les consultants. Consultants, comptables, tous ces métiers-là. Mais donc ça veut dire aussi que les seniors ne sont pas en danger. L'avocat qui a 50 ans et qui a sa clientèle et qui a son expérience et sa réputation, il n'est pas en danger. Mais s'il ne recrute pas de juniors pour faire les tâches qu'il va faire une IA, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des juniors qui deviennent seniors? Bien sûr. Alors il y aura une prime aux boîtes qui auront raté le train et qui vont pas faire beaucoup d'IA et qui vont avoir un problème concurrentiel, mais qui vont quand même former des juniors qui vont devenir seniors et qui vont récupérer un peu le coût de cette matière-là. C'est encore un autre sujet. Oui, c'est intéressant. Et justement, on va passer à la dernière partie. C'est la question de la formation et des compétences. C'est vrai qu'on entend souvent parler du manque de talent en intelligence artificielle, alors que ce soit sur le marché de l'IA, bien sûr, mais aussi le manque de connaissances pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. On manque finalement de formateurs, de manière générale, pour les entreprises, mais dans le domaine de l'enseignement, c'était le sujet du dernier podcast avec Tariq Henen. L'IA n'est pas du tout présente dans l'enseignement aujourd'hui, ou pas très peu. Oui, c'est ça. Donc ça. C'est un vrai problème. C'est mon petit combat modestement du moment, c'est que je comprends pas. On tourne autour du pot et quand on parle d'IA pour les enseignants, on prend des pincettes, on leur dit n'ayez pas peur, et on leur parle d'éthique, et on leur parle de attention au plagiat, et on leur parle de l'AI, enfin plein de choses. Alors que en fait, le métier d'enseignant, il est assez simple. Tu dois transmettre un savoir. Il y a une partie que je trouve très noble dans le métier d'enseignant, de formateur, c'est celui du coaching et de la motivation humaine que tu dois dispenser. Et aujourd'hui, il est possible de créer des cours très interactifs, très personnalisés, pour que quand tu as 30 élèves en face de toi, chacun puisse évoluer à son rythme. C'est quand même le Graal pour un enseignant motivé et passionné. Et donc l'urgence de l'urgence,
c'est d'enseigner aux enseignants les outils qui leur permettent de rendre le cours plus efficace, plus interactif, etc. J'en ai marre qu'on tourne un peu autour du pot, en fait. Il n'y a que ça qui compte d'abord. Et puis, évidemment, on leur parlera d'éthique et des garde-fous et des barrières. Et qu'est-ce qui fait que c'est, pour toi, inversé ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette réflexion de dire, au fait, oui, utilisons l'IA dans les cours. Je crois qu'il y a un mindset qui n'est pas très très bon. En fait, il y a une différence déjà entre la Flandre et la Wallonie, à nouveau, que je constate. Moi, je suis plus souvent au Luxembourg. Donc, le Luxembourg a sorti un truc qui s'appelle KI Compass, qui est à la fois défensif et offensif. Donc, il y a une batterie d'outils qui sont créés et validés par le ministère de l'Éducation, qui sont mis à disposition des enseignants, qui sont encouragés à faire des cours interactifs avec de l'IA. Pour moi, c'est le minimum. On peut faire beaucoup plus, mais c'est déjà ça. J'ai l'impression qu'on n'y est pas encore ici. Et ça devrait être l'urgence. Et alors, donc, l'idée, c'est de train the trainers. Donc, essayer au moins de prendre les profs qui sont motivés par ça et qui veulent faire de l'IA efficace en apprentissage et leur apprendre le plus vite possible à pouvoir utiliser les bons outils. Et j'espère qu'ils vont essaimer un peu et évangéliser les autres. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis et c'est marrant parce que ces dernières années, tu connais peut-être cette ASBL EducIT qui s'est battu pour justement avoir ce modèle de former les profs, etc., mais pas à l'IA, mais au numérique. Mais on parle d'IA 3 ans, 4 ans. Donc maintenant, la Fédération Wallonie-Bruxelles a repris le concept et l'a intégré. Il faudrait refaire la même chose alors pour l'intelligence artificielle. Le faire à notre façon, sinon on va le faire à l'américaine. C'est-à-dire pour le reste, il y a un concept qui cartonne aux États-Unis, c'est l'Alpha School au Texas. C'est une école où tu n'as plus que 2 heures de cours par des agents IA, il n'y a pas de prof. C'est des agents IA qui donnent cours aux enfants. Et les 5-6 heures qui sont récupérées, c'est pour des activités sportives, citoyennes, culturelles. Et de la gestion de projet. Moi je trouve ça très noble, mais alors c'est une école, si tu te renseignes, c'est très libertarien, c'est les gens qui sont très bizarres, etc. On est dans un truc qui ne correspond pas à nos valeurs. Mais donc ça, j'imagine que ça va effrayer tous les profs, c'est-à-dire que là tu es sur un remplacement des profs au fait. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont peut-être pas non plus envie de perdre leur rôle. Pour moi, plutôt on constate que la transmission va être faite par l'IA. Plutôt, on constatera que le coaching et l'accompagnement et la préparation des cours et le côté transformation interactive, la transformation de matière, restera chez le prof. D'accord. Mais la transmission, par exemple, il y a des agents aujourd'hui qui vous permettent d'avoir des conversations très humaines, très naturelles avec une IA. En espagnol, vous apprenez l'espagnol. Vous pouvez créer un agent qui va progressivement faire des conversations de plus en plus difficiles et surtout, va vous donner un bulletin très objectif de ton accent tonique, il n'est pas bien placé, voilà les mots que tu n'as pas trouvés, voilà le vocabulaire que tu dois apprendre pour la prochaine fois, etc. Le prof le plus passionné, le plus compétent ne pourra pas faire ça à ce niveau-là et pour tous ses enfants d'une façon différenciée. Au plus tôt on comprend ça, ou plutôt on prépare des super cours qui seront beaucoup plus efficaces et on garde évidemment la main sur toute la partie humaine qui va être... Moi j'ai jamais été motivé par une IA en fait, il n'y a jamais une IA qui m'a mis un coup de pied aux fesses ou une tape sur l'épaule ou un petit verre pour me... Enfin, j'ai jamais eu le côté humain de la motivation qui est essentiel dans notre processus de motivation que le prof va pouvoir garder. Je ne fais pas confiance non plus à une IA pour me fixer mes objectifs et me dire ce que je dois faire dans la vie. Je préfère avoir un référent humain qui me dit tiens si tu veux devenir cuisinier ou grand chef, moi je suis un grand chef, je vais t'apprendre et on va faire un coup. Il faut pas qu'on ait peur, mais il faut qu'on regarde en face les endroits où l'IA doit s'imposer, elle va le faire de toute façon et qu'on soit proactif. Ok, bon, c'est évidemment intéressant, passionnant. Dominique, merci. Juste peut-être quand même un petit pitch sur i5. Oui, donc on est une super petite équipe, donc on est une petite vingtaine de personnes. On est basé à Liège, mais on travaille un peu partout en Belgique, en Luxembourg et en France. Nous, on connecte les entreprises à l'IA, donc on est programmeur, consultant et data analyst. Et on fait par exemple des générateurs de réponses à des appels d'offres, des outils en imagerie médicale, des suivis de processus de recrutement. Ça peut partir dans tous les sens, mais ça demande les mêmes technos. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'outils d'IA qui sont à disposition des entreprises, mais pour les connecter à vos processus en live, c'est une autre paire de manches, il faut des spécialistes. C'est là que vous intervenez, avec du codage. Enfin, c'est vos codés vraiment. Bien sûr, Ok, merci Dominique. Merci Christophe. À bientôt. À bientôt. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.